Fin hier à Ouagadougou de la rencontre tripartite Mali-Burkina Faso-Guinée. Le mini-sommet est sanctionné par une déclaration commune. Les trois pays s'engagent à renforcer leur coopération pour œuvrer ensemble. Bamako, Ouagadougou et Conakry appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. La Comatex SA rouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain, annonce du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a rencontré ce matin à Ségou les différentes parties prenantes. De l'eau potable pour les villages de Si et Soala dans la commune rurale de Djéné, une réalisation du département en charge de l'eau sur financement de l'UNICEF, le coût 50 millions de francs CFA. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de la diplomatie malienne a regagné Bamako en provenance de Ouagadougou, où il a pris part aux travaux de la rencontre tripartite Mali-Burkina Faso-Guinée, un mini-sommet voulu par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya pour mutualiser les efforts face aux multiples défis. La réunion a abouti à une déclaration commune dans laquelle les trois pays appellent notamment à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Dougoufana Traoré et Ibrahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, lever les sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le mini-sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Conscient du contexte de la présente réunion, les chefs de délégation se sont félicités de la vision commune que partagent leurs trois chefs d'État, laquelle vision s'inspire de l'engagement panafricain des pères fondateurs et des leaders historiques des trois pays en faveur de la souveraineté, de la paix, de la coopération et de l'intégration des peuples. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié et demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation s'engagent à renforcer le partenariat entre les trois pays au sein de ces instances. Tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés, les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés,
telles que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini-sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière. Il s'agira pour les trois pays de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures, des barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos trois chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Lors du dîner offert par le Premier ministre burkinabé à l'intention des trois ministres, Apollinaire Joachim de Tambela a salué les conclusions du sommet tripartite de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour un sommet au niveau des présidents dans un bref délai. En attendant, les ambassadeurs et autres diplomates des trois pays sont chargés d'une large diffusion des conclusions de cette rencontre tripartite. Ici à Bamako, ici au Mali, la Comatex SA rouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain, c'est à Ségou. Une annonce du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a rencontré ce matin à Ségou les différentes parties prenantes. La réouverture de la Comatex, faut-il le rappeler, est une volonté des plus hautes autorités du pays qui entendent mettre un accent particulier sur la valorisation du coton malien. Qu'en décide là? La Comatex SA, compagnie malienne de textile, va-t-elle renaître de ses cendres? En tout cas, tout laisse à croire à travers cette rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec les différentes parties sur la relance de l'usine. Des annonces fortes, le démarrage effectif des activités au mois d'avril prochain et un plan de relance bien défini. Nous sommes venus pour assurer et rassurer la population de Ségou de la relance de la Comatex parce qu'aujourd'hui, après le procès du tribunal de commerce, la Comatex est revenue à l'État malien à 100%. Et pour ce faire, je suis venu rassurer l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des parties prenantes de la Comatex au niveau de la région pour essayer de travailler et faire en sorte que cette relance soit une réussite et irréversible. Le programme de relance de la Comatex et de l'IMPP sont des programmes spéciaux du président de la transition. Il y tient fortement et il veut veiller que ça marche une fois pour toutes. Et c'est pourquoi il s'est investi, il nous a mis tous en mission pour que la question soit résolue sur tous les plans et qu'on relance le plus tard, au mois d'avril. Il faut que la Comatex commence à produire ses fibres et ses tissus. Le plan de relance annoncé préserve les emplois des travailleurs. Déjà, un comité de suivi est mis en place avec un contrat de performance. Le ministère des Finances a présenté lors de la conférence ce plan de relance. On va signer même un contrat de performance pour surveiller les performances de la société, pour voir à chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer pour que les choses se fassent et pour que ça soit irréversible. On ne veut plus que la Comatex retombe encore. On veut que la Comatex soit une des plus grandes sociétés d'emploi et de plus-value pour l'économie du pays. Cette annonce du ministre suscite un intérêt certain auprès des 1256 travailleurs. Quand on sait que la Comatex SA, l'une des toutes premières unités textiles du Mali, observe un arrêt de travail
depuis bientôt 3 ans. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 points d'eau dans 2 villages stratégiques dans la commune rurale de Djenné. Ces forages ont été réalisés par le département en charge de l'eau sur financement de l'UNICEF. Le reportage est signé Batraoré Adama Kamara. Sine et Soala sont 2 villages de la commune urbaine de Djenné où les habitants vivaient un paradoxe. Bien que victimes d'inondations en septembre dernier, leur population n'avait pas accès à l'eau potable. Cela appartient désormais au passé car le village de Sine se dote d'une adduction d'eau sommaire pendant que celui de Soala bénéficie d'un système hydraulique villageois amélioré. L'amélioration des conditions de vie des populations a été et demeure au cœur des préoccupations du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Ces soucis permanents se traduisent par la mise en œuvre de projets au sein des différents départements et aussi à travers les œuvres sociales du président de la transition, qui, il faut bien le rappeler, a volontairement renoncé aux 2/3 du fonds de souveraineté pour cette noble cause qui est l'accès à nos populations des services sociaux de base. Toutes ces réalisations sont faites grâce à l'appui financier de l'UNICEF qui a déboursé la somme de 50 millions de francs CFA. Au cours de l'année 2022, dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, l'UNICEF a contribué à hauteur de 430 millions de francs CFA dans la région de Mopti pour des travaux de réalisation de 11 systèmes d'adduction d'eau potable, 4 pompes à motricité humaine, 7 bornes fontaines, 24 latrines, 30 dispositifs de lavage de mains et 3 incinérateurs. Les bénéficiaires estiment que quand l'eau potable est disponible, c'est déjà un coup de pouce pour enclencher les autres activités de développement. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de toute la population de la commune urbaine de Djenné, d'adresser nos sincères remerciements aux autorités maliennes et à votre auguste personne pour la mise à disposition des groupes électrogènes à l'EDEM de Djenné, au profit de la population pendant les délestages. Cet accès à l'eau potable, monsieur le ministre, n'est plus du luxe. Ça se pose d'ailleurs comme un droit fondamental. Ces populations ne demandent pas assez. Et vous venez aujourd'hui contribuer leur accès à ce droit fondamental. Merci. L'appui technique des services du département ne fera pas défaut, rassure le ministre. Inauguration du nouveau siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali. Le bâtiment a coûté à la mutuelle environ 108 millions de francs CFA et c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a procédé à la coupure symbolique du ruban, nous dit Abdul Karim Kaba. Bâti sur un espace de 500 mètres carrés, le nouveau siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec R+1, est composé de bureaux, de salles multifonctionnelles, d'espaces de transit et de magasins. La réalisation de cette infrastructure a coûté environ 108 millions de francs CFA. C'est un financement sur fonds propres de la Miprotec. Pour réaliser ce rêve, la mutuelle a pu compter sur les intérêts produits par les prestations et placements en banque sur une période de 3 ans, entièrement financée par les intérêts de prestations et les produits de placement en banque sans recours aux cotisations des adhérents. Une fois de plus, les adhérents ont été sensibles à ce projet et y ont manifesté leur adhésion à travers des recommandations fortes au cours des 2 dernières assemblées générales. Il nous tenait à cœur de construire ce bel édifice à l'intérieur d'une caserne de la protection civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué cette politique de protection civile. Je tiens d'abord à exprimer un sentiment de joie, de satisfaction. Je tiens particulièrement à féliciter la mutuelle de la protection civile. Vous voyez que ce joyau a été réalisé sur fonds propres de la mutuelle. C'est le lieu de les remercier, de les féliciter. Encore une fois, au nom des plus hautes autorités du pays, en premier lieu le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées. Et nous avions besoin d'une telle initiative aujourd'hui au niveau des forces de défense et de sécurité. Et nous, aujourd'hui, notre devoir, c'est de les accompagner pour d'abord rendre très dynamique la mutuelle et surtout la réalisation de ce joyau. Le siège de la mutuelle sociale de la protection civile du Mali, Miprotec, est sise à Sokoniko dans le district de Bamako. Il va offrir un cadre idéal afin de faire face aux travaux mutualistes au grand bonheur des adhérents.
Lancement du projet dénommé « Renforcement de la participation économique des jeunes comme alternative à la migration irrégulière dans les zones de Kaï et Ségou ». Il vise à créer des opportunités d'emploi afin de réduire la migration irrégulière des jeunes dans les régions cibles. Barakisa Ouattara, Abdourahmane Keïta. 92% des jeunes maliens qui se lancent dans les tentatives de migration irrégulière pointent du doigt le manque d'opportunités d'emploi ou encore des motifs économiques. Les régions de Kaï et Ségou sont particulièrement touchées par le phénomène. Le projet Seydama vient ainsi réduire cette intention des jeunes en augmentant non seulement l'accès aux opportunités d'emploi, mais aussi aux activités génératrices de revenus dans les régions concernées. Ce projet s'inscrit totalement dans la réalisation de l'objectif 2 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui vise à atténuer les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. Ce projet est le reflet de la vision globale de développement que l'Italie soutient, une vision efficace, une vision qui veut, sans rhétorique, contribuer à identifier des solutions adéquates et durables pour la création d'emplois et qui puissent fournir des alternatives viables pour la population. Ces projets s'alignent justement sur les priorités des autorités maliennes en matière de lutte contre le chômage des jeunes. Les questions importantes de formation et d'insertion s'inscrivent dans le cadre des priorités de l'action gouvernementale et justifient les nombreuses initiatives multisectorielles menées par les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour faciliter l'accessibilité des jeunes à la formation et à l'emploi. C'est pour toutes ces raisons que je me félicite du lancement du projet qui nous unit aujourd'hui. Le projet Seydama, porté par l'Organisation internationale pour les migrations avec l'appui technique et financier de la coopération italienne, durera 24 mois. Lancement d'un autre projet, cette fois-ci à Nara. Il vise à renforcer la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel, cela afin d'atténuer les effets de la crise du Covid-19, des conflits et des changements climatiques. Les précisions avec Abdoulaye Sako. Les crises comme les changements climatiques, l'insécurité ou encore le Covid-19 ne sont pas une fatalité. Face à elles, une résilience des populations est bien possible. Pour y arriver, elles ont besoin de l'appui des structures qui possèdent le savoir-faire en la matière. C'est le cas de l'ONG CSPDA chargée de la mise en œuvre de ce projet de résilience dans la région de Nara. Vous savez que cette bande sahélienne est frappée par 3 défis essentiels, à savoir la Covid-19, le changement climatique et les conflits. Donc, les populations ceux qui vivent ces effets et ces impacts négatifs ont besoin de l'assistance dont le projet est venu pour permettre à ces communautés de pouvoir vivre auprès de ces défis et rester dans leur communauté. Dans ce combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations face à ces multiples défis, les autorités maliennes ont déjà posé les jalons. Ce projet de résilience de 12 mois, financé par le FIDA, vient en appui au gouvernement du Mali à travers l'organisme des Nations Unies qu'est le PAM, Programme alimentaire mondial. Il vise à renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer les effets de la crise Covid-19, des conflits, comme je l'ai dit plus haut, des conflits, des changements climatiques au profit des populations vivant en milieu rural, notamment les femmes et les enfants. Durant une année, les communes de Dogofiri, Gonébé, Koronga et Guiré, dans la région de Nara, bénéficieront de l'accompagnement du projet de résilience des populations de la région face aux différentes crises. Point Covid du jour. Ce 10 février, les services de santé ont enregistré 8 cas positifs sur 201 tests réalisés. L'on note 2 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 27 patients sont placés sous traitement. Journée mondiale de la lutte contre le cancer. Le Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires initie une journée porte ouverte au CHU du Point G. Objectif, mieux informer la population sur les pathologies cancéreuses associées aux infections et aux mutations génétiques. Maïmouna Doumbia. La première journée porte ouverte du CREFPAM a réuni plusieurs acteurs de la santé pour mener ensemble la lutte contre le cancer.
mais aussi mettre en relief les activités du Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires qui est méconnu par la population. Ce centre servira à donner plus de précision au diagnostic de beaucoup de cancers au Mali, notamment les cancers génétiques et les cancers moléculaires. Si on se met très tôt, ça va nous permettre de faire les diagnostics précocement et de réduire au maximum les décès dus à ces cancers-là. Dans sa lutte sans faille contre le cancer, l'ONG Médecins sans frontières a réhabilité et équipé en matériel de nouvelle génération le service d'anatomie de Point-Jeu à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. L'objectif était double. Améliorer les délais de compte rendu des résultats et améliorer la qualité du diagnostic pour permettre aux oncologues d'établir le meilleur traitement pour chaque patient. Entre 2020 et 2021, donc on a engagé la rénovation du bâtiment, on a équipé par du matériel des dernières générations. La lutte contre la pathologie reste l'une des priorités du ministère de la Santé. Il y prête une oreille attentive. Au Mali, les données du registre du cancer ont relevé en 2020 14 185 cas de cancer, dont 8 987 chez les femmes et chez les hommes 5 198 cas. Ces données montrent à suffisance l'ampleur du problème et ont justifié l'élaboration et la mise en œuvre par le ministère de la Santé et du Développement social d'un plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles couvrant la période allant de 2019 à 2020. Cette initiative de CREFPAM cadre parfaitement avec les objectifs des autorités de la transition. Toutefois, le ministère en charge de la santé invite la population au dépistage et les professionnels de la santé à mettre leurs connaissances au service des malades. Vous aurez bien noté un reportage signé Maïmouna Guindo. Santé toujours avec les 3e journées scientifiques de la solidarité malienne des maladies de l'appareil digestif. Des journées consacrées aux échanges sur certaines maladies comme l'ulcère gastro-duodénal et la cirrhose. Des sujets relatifs aux progrès scientifiques sont évoqués également. Mariam Koné. Médecins, pharmaciens et autres professionnels de la santé, tous ont répondu présents à ces 3e journées scientifiques sur les maladies de l'appareil digestif. Après 2008 et 2020, la Société malienne des maladies de l'appareil digestif organise ces journées du donner et du recevoir. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale et la cirrhose sont de plus en plus fréquentes et sont la cause d'une importante morbimortalité au Mali. La tenue de ces journées se présentait comme un défi majeur pour la SOMAT. Ce défi était d'autant plus grand que la SOMAT organise ces journées, et cela dans une situation de crise sanitaire et économique causée par la maladie à COVID-19, mais aussi de crise sécuritaire et politique. Nous pouvions réussir cette mission sans le soutien et l'accompagnement de l'État et des plus autres autorités de notre pays. Il s'agit pour les scientifiques de partager 2 jours durant leurs expériences, leur savoir-faire, mais aussi des informations récentes afin de réduire de façon considérable les infections dues aux maladies de l'appareil digestif. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale est une affection universelle. Sa prévention est estimée à 10% de la population adulte dans le monde. Quant à la cirrhose, elle représente un problème majeur de santé publique dans le monde, en particulier en Afrique. La prise en charge des pathologies des maladies de l'appareil digestif ne doit pas se limiter au contrôle des médecins des structures spécialisées de santé de niveau supérieur, mais devrait s'étendre au niveau des structures de santé communautaires qui sont plus des populations. Ces 3e journées scientifiques ont été l'occasion de reconnaître le mérite de certains professionnels de la santé pour services rendus à la nation. Les officiels ont eu droit à une visite guidée de stands pour découvrir plusieurs produits et firmes pharmaceutiques. 5e session ordinaire du Conseil d'administration de l'INSP, Institut national de la santé publique, sur la table plusieurs dossiers, notamment le rapport annuel 2022, le plan de travail et le budget annuel 2023. On en sait plus avec Fanta Mamanyantao.
Au cours de cette 5e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut national de la santé publique, les administrateurs ont examiné le procès-verbal de la 4e session, le rapport d'activité 2022 et d'exécution du budget 2023. Mais aussi, ils se sont penchés sur des nouvelles initiatives qui permettront à l'Institut de relever les multiples défis auxquels la structure fait face. Le bilan est très positif et le budget alloué en 2022 a permis à l'Institut d'atteindre quasiment tous les objectifs. Et également, notre programmation 2023, Inch'Allah, nous permettra d'atteindre les mêmes objectifs. L'Institut national de santé publique constitue le tableau de bord, le cerveau du système de santé. Et également, nous faisons beaucoup d'activités de recherche pour orienter la décision politique. Le ministère de la Santé et du Développement social a rassuré les administrateurs que l'accompagnement de son département ne fera pas défaut. En dépit de ces difficultés, l'INSP a abouti à des résultats fort encourageants que je voudrais reconnaître dans l'effort commun de l'ensemble du personnel et le féliciter et l'encourager pour l'exercice 2023. J'en appelle donc à vos orientations sur les axes stratégiques majeurs pour la prise des décisions qui s'imposent afin de mieux protéger les populations contre les maladies. Le projet de budget 2023 de l'Institut national de la santé publique s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5 milliards 128 millions 119 728 francs CFA contre 5 milliards 346 millions 608 393 francs CFA approuvés en 2022, soit une diminution de 4%. Ce budget paraît ambitieux, mais s'appuie sur des objectifs pertinents. Autre conseil d'administration, celui de l'AMADER, agence malienne des énergies renouvelables. La 40e session révèle que le budget prévisionnel de la structure connaît une augmentation de 3%. Les précisions avec Bemba Sibi. Consolidation et pérennisation des acquis, c'est sous ces signes que l'AMADER, l'Agence malienne des énergies renouvelables, place son exercice budgétaire 2023. La construction du nouveau siège de l'agence et la relecture des textes sont les principaux objectifs visés cette année. Pour ce faire, l'agence s'est dotée d'un budget conséquent en hausse de 3,58% par rapport à l'exercice précédent. Le projet de budget soumis à votre appréciation est arrêté en recettes et en dépenses à un montant de 15 milliards 714 millions 505 530 francs CFA. Un budget qui devra permettre à l'agence de faire plus encore en faveur de l'électrification rurale. Déjà, les résultats de 2022 augurent de belles perspectives avec la réalisation de 45 centrales hybrides dans 47 localités sur une prévision de